Mesdames et messieurs, bienvenue à Un couple une histoire. C'est avec un plaisir renouvelé que nous vous recevons pour ce nouveau numéro. Le couple que nous recevons ce jour se caractérise par sa dextérité à surmonter l'épreuve, mais surtout son ingéniosité. Je ne vous en dis pas plus, installez-vous confortablement et découvrez leur portrait. Quadio Siméon et Bro Adjo Antoinette se sont connus et fréquentés il y a plusieurs années de cela. L'amour entre eux les pousse à former un couple quasi fusionnel. Le 22 septembre 2019, ils décident de sceller leur union. Siméon est professeur dans une école privée et Antoinette ménagère. Les difficultés financières rencontrées vont pousser Siméon à démissionner afin de finalement aider sa femme dans la commercialisation de caramels, friandises à base d'arachide. Comme tous les couples, ils veulent avoir des enfants, mais le chemin pour y arriver sera parsemé d'embûches. Merci de toujours nous faire confiance et de nous donner vos suffrages en suivant Un couple une histoire. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur et Madame Quadio. Il faut rappeler que Monsieur Quadio Siméon, il est entrepreneur, hein, c'est bien ça? C'est ça, bien. Voilà. Et son épouse, Bro Adjo Antoinette, épouse Quadio, elle est commerçante. Bienvenue chez vous, on va dire. Merci beaucoup. Nous venons de suivre un élément, on retrouve l'histoire de Monsieur et Madame Quadio. Oui. C'est parfait, il n'y a rien à rajouter. Non. Que sera Un couple une histoire sans nos experts? Et celui qui est là ce jour, c'est Monsieur Kwasi Richemont. Il faut rappeler qu'il est psychologue et conseiller matrimonial. Richemont, comment ça va? Ça va bien, Méliane. Merci de nous donner de votre temps pour le bonheur de nos téléspectateurs. Je t'en prie, toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Ok. Nous allons pour la première rubrique de ce jour. Quand est-ce que l'amour a commencé? Il était une fois Monsieur et Madame Quadio dans la zone romance. Monsieur et Madame Quadio, où s'est fait la première rencontre? Bon, c'est au village. Ah, Au village. d'accord. Puisqu'on vient du même village, donc c'est au Et village. de quel village? Nous sommes du département de Béomi, donc à 8 km de Béomi, il y a un village qu'on appelle Bilakro. Donc c'était lors d'un événement, je dirais malheureux, parce que c'était le décès de ma grand-mère. Et donc elle a décidé, je suis allé au funérailles. Et c'est par là que je l'ai rencontré, mais auparavant on se connaissait avant. Ok, donc vous la connaissiez dans le Voilà, village voilà. et vous arrivez aux obsèques de votre grand-mère. Oui, oui. Et au lieu de pleurer, qu'est-ce qui se passe? Oui, après le pleur, bon, disons que on se calme et puis on observe certaines choses. Et en étant fils du village, je dois pratiquement saluer les parents. Et quand je suis allé chez eux, je l'ai remarqué chez eux, je dis, mais voici, tu es devenue toute belle maintenant. Ah, donc tu lui as dit quoi? Ah, tu es devenue toute belle maintenant. Antoinette, il te dit tu es devenue toute belle maintenant. Bon, quand il a dit ça, il l'a regardé, mais il ne m'a pas dit quelque chose en tout cas. Et puis bon, on s'est séparés là quand il a parlé de ça. Et comment est-ce que la relation va commencer? Bon, c'est à la veille maintenant du funérail que j'étais là-bas, puisque moi j'étais dans un groupe étant au village avant. Donc quand j'ai vu le groupe danser, je suis partie là-bas, j'ai commencé à danser aussi. J'ai vu que le gars était là-bas et puis il me regardait. Donc quand on a fini, et puis il m'a approché et puis il m'a demandé, mais hein, c'est comment tu es venu quand? Bon, on a commencé à causer. Et c'est par là que le lendemain matin, il m'a trouvé à la maison. Ah Simeon, c'est chap, on ne dit pas, n'est-ce pas? Puisqu'on est allé pour un temps un peu bref, donc il faut il faut déjà mettre un peu de série. Bon, il a fait la connaissance un peu. Maintenant, si je retourne à Abidjan, je peux au moins aller maintenant m'approcher, prendre ses numéros, tous ces contacts. D'accord, donc tu arrives à la maison, oui, et tu la vois, qu'est-ce qui se passe? On a échangé beaucoup pour savoir où je peux la rencontrer. Si, bon, après elle finira, chacun rentre de son côté. Et vraiment, on a échangé beaucoup sur beaucoup de choses. De là même, j'ai présenté mes intentions en même temps. À qui? À elle directement ou il y avait ses parents qui étaient là? Non, à elle directement. Il faut qu'elle soit d'accord d'abord avant que je batte les parents. Antoinette,
Il vient, il présente ses intentions. Comment est-ce qu'il a présenté ses intentions? Est-ce qu'il est venu simplement comme ça te dire, bon voilà, j'ai des sentiments? Est-ce qu'il t'a invité? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il m'avait invité à Beauméville. Là, il a dit qu'il ne pouvait pas partir. Il m'a demandé, mais tu veux quoi? C'est ça, il a demandé pour son abrège et puis bon. Il l'a envoyé. Est-ce qu'on l'avait fait traîner un peu ou tout de suite vous avez accepté? Non, il l'a fait traîner un peu. Il a traîné combien de temps comme ça? Ça a duré un peu. Siméon, Oui. pendant ce temps-là, comment est-ce qu'on se sentait? Bon, d'abord, puisque nos premières approches n'ont pas été trucs, donc j'avais de l'assurance. Je crois que si je fais un peu de sérieux, et puis je me montre un peu, comment dirais-je, un bon fils du village, je crois que les choses ça va passer. Donc, je ne me suis pas trop fatigué. Je ne me suis pas senti... Je t'ai pas senti oppressé. Voilà. Bon, quel que soit Alpha, ça va prendre. Ça va Voici prendre. ce qu'elle aime. J'ai déjà Voilà. marqué un coup avec le gros Voilà. poisson. Après, je me montre comme un bon fils du village. La famille va parler un peu. Voilà. Donc, elle va accepter. Effectivement. Et qu'est-ce que vous aimez particulièrement chez elle? En fait, j'aime son franc-parler. C'est-à-dire que ce qu'elle ne veut pas, ça, c'est ce qu'elle ne veut pas. C'est-à-dire que oui, c'est ça. Ce qu'elle te dit là, c'est que c'est la vérité. Comment vous êtes sentie, Antoinette, le jour de la dot? Bien. J'étais contente. J'étais contente, franchement. Et combien de temps après vous vous mariez? Quoi, Un an. un an après. Un an juste après la Oui, dot, oui. vous entamez le processus C'est ça. de... Moi-même, après la dot, même, dès qu'elle est revenue à Abidjan, on a laissé marier. Ah bon? Voilà, mais Ouais, rejeté. les choses ont changé, Les choses ont au changé. niveau du travail, puisque actuellement il y avait l'activité que je faisais. J'étais enseignant dans le privé. Donc je voulais en profiter et puis bon, Profiter faire, en même temps pour stabiliser voilà, les faire le choses. mariage. Mais pendant ce temps, j'ai eu des difficultés là-bas au travail, donc ça a empêché ça un peu. Richement, quand on regarde ce couple, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Et moi, j'ai aimé l'attitude rassurante de M. Kouadiou qui, d'abord, après l'avoir vu, il part chez elle. Et à partir de là, il demande, mais qu'est-ce que tu veux? Il a envoyé le gros poisson. Vraiment impressionnant. Il a vraiment rassuré sa dulcinée. Il a rassuré sa dulcinée avec le gros poisson. Et là, aujourd'hui, ils sont monsieur et madame Kouadio. C'est ça. Le jour du mariage, vous avez fait le mariage, un an plus tard, on a fait le mariage civil. Civil et religieux, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et comment ça s'est passé, l'organisation? Le jour où vous avez vu votre femme rentrer dans cette belle robe blanche à la mairie, qu'est-ce qu'on s'est dit? Oh, vraiment, c'était un grand moment de joie. Et en même temps, j'étais reconnaissant à Dieu aussi, parce que c'était après avoir échoué une première fois, compte tenu des difficultés que j'ai traversées au travail. Mais du fait que je suis en train de la voir être ma femme, habillée splendidement dans la robe blanche, vraiment, c'était... On a pleuré un peu ou pas du tout? On a versé une larme. On a dit une larme de joie. Ouais, bon, On est entre les téléspectateurs, cette partie-là, ils n'entendent pas. C'est vous et moi seulement. Même Richemont ne va pas entendre. Vous avez versé une petite larme ou pas? J'étais ému, j'étais beaucoup... Ah, la larme est belle. Antoinette, ce jour tant attendu arrive. On vient dire oui devant Dieu, devant les hommes et son époux. Comment est-ce qu'on vit cela? Ouais, moi, il a pleuré. Ah, Moi, je savais. il a pleuré. Ah. Il dit pas la vérité. On a pleuré vraiment en voyant beaucoup de choses qui étaient passées. Et puis, ce jour-là, on devait être devant le maire. Franchement, c'était bon. On a vraiment aimé. Quels sont vos moments à deux, Siméon? Oh, on est beaucoup souvent au restaurant et pour échanger un peu les idées. Et puis bon, on reste beaucoup ensemble, surtout. Antoinette, qu'est-ce que vous aimez particulièrement? Quels sont les endroits que vous visitez qui vous rappellent de très très bons souvenirs? Oui, dans les restaurants et puis à la plage. Ah, Voilà. C'est un coin que j'aime. Et puis quand on arrive là-bas, on peut faire toutes choses librement. Hein. Voilà. donc la plage. Et puis voilà, je le vois toujours à côté de moi, on fait toutes choses ensemble. Voilà. Ah, c'est super ça.
Allez souvent à la plage, ça fait du bien. Raccompagnez votre compagne, passez des moments à deux. Voyez comment monsieur et madame Kouadio sont très radieux. Dans la vie de couple, il y a ces moments de joie, mais il y a aussi ces moments de difficulté. Siméon et Antoinette ont traversé un moment très difficile de leur histoire. Que s'est-il passé? C'est ce que nous découvrons maintenant dans la zone de turbulence. Dans la zone de turbulence, nous touchons là où ça fait mal dans la vie de couple. Alors, Siméon et Antoinette, dans votre désir d'avoir des enfants, vous avez vécu des chagrins. Racontez-nous. C'était vraiment des moments très difficiles parce que on avait eu un premier enfant qui n'est pas resté. Et après cela encore, on a vécu la même situation encore. Donc c'était vraiment difficile. D'abord le premier enfant, c'était une fille. Et c'est à l'hôpital que l'enfant est décédé. Bon, l'enfant est né... vous avez perdu l'enfant à combien de mois, la première grossesse? C'est-à-dire que l'enfant, le lendemain, après l'accouchement, le matin, je partais pour les voir. Et puis bon, c'est le corps de l'enfant qu'on m'a montré. Bon, voilà, à l'hôpital là-bas. C'était encore très difficile parce que à ce moment, je n'avais pas de boulot, comme je l'avais dit, je ne travaillais plus. Parce en ce moment-là, vous ne travaillez plus. Voilà, j'ai été... Antoinette, pendant que ça se passe, déjà on commence avec la première grossesse. Pendant que ça se passe, quelle est la situation financière de monsieur n'est pas stable? Et vous arrivez quand même à faire vos consultations et tout ça? Ou comment est-ce que ça se passe? Bon, dans les débuts, c'était un peu difficile. Hein? Et des fois, quand mes rendez-vous arrivent, je n'avais pas l'argent pour partir. Moi-même, ils peuvent taper une semaine. Je ne mangeais pas. Wow. Dans votre grossesse, là? Oui. D'accord. Des fois, ils me posaient des questions si l'enfant même est dans mon ventre, si l'enfant vit même. Il peut taper des semaines sans avoir nourriture. Des fois aussi, quand les rendez-vous arrivent, il gagne un peu d'argent, mais ça dépasse avec le rendez-vous. C'est après ça qu'il m'en va voir. Hein, puis dans ça aussi, il y avait beaucoup de choses. Hein. Quand tu arrives à l'hôpital, des choses qu'on dit, tu as tel problème, franchement, c'était un peu difficile. Hein. Hein, je pensais que vraiment, quand l'enfant va naître, en voyant mon enfant, peut-être que bon. Mais dans ça là aussi, malheureusement, l'enfant n'est pas resté aussi. Et comment vous avez appris le fait que l'enfant ne soit pas resté? Franchement, c'était difficile parce qu'on ne m'a pas dit à l'hôpital pendant les 5 jours à l'hôpital, puisque j'ai fait césarienne. Donc, on ne m'a pas dit là-bas. C'est quand je suis venue à la maison que ma tante est venue m'annoncer. Franchement, c'était difficile. En fait, ce que je comprends, vous étiez enceinte. La première grossesse, vous faites la césarienne. Oui. Donc, on fait la césarienne, on enlève l'enfant. Est-ce que vous avez vu l'enfant? Bon, moi, au moment où on finit, moi, en tout cas, je ne voyais plus. C'est le lendemain même que je me suis réveillée. Et c'est le lendemain aussi que l'enfant est décédé. Je n'ai pas vu l'enfant. Il a entendu qu'il faut prendre l'enfant pour aller de l'autre côté, mais je n'ai pas vu l'enfant. Voilà, c'est mon mari qui a vu, mais c'est ma belle-mère qui a vu l'enfant. On dit qu'il y avait problème de sang. Il y avait problème de sang. Ils ont demandé l'argent pour qu'elle puisse acheter du sang. Elle a payé. Ils ont demandé si l'enfant avait problème elle ne respire pas bien. C'est ce qu'ils ont montré. Voilà, je même la vu l'enfant. Et la grossesse n'est pas restée. On se dit qu'il y a de l'espoir. Voilà. On contracte une seconde grossesse. Et cette seconde grossesse, comment est-ce qu'on la vit? C'était très difficile aussi parce que là même, arrivé un moment, vraiment, mon taux de sucre était augmenté. C'était difficile. Hein. Et puis, bon, j'ai fait la grâce. À l'accouchement même, c'était difficile aussi parce qu'il avait commencé à Yopougon. À la fin, c'est au sud de Cocody. Je me suis retrouvée là-bas aussi. Vous avez passé le terme ou vous étiez à 9 mois? Bon, le cours des 2 échos, on a fait pareil. Il a fait 5 échos, puisqu'il y avait beaucoup de trucs, donc il pouvait faire écho seulement. Il y avait beaucoup de trucs. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui se passait en fait? Il y avait beaucoup de trucs. Qu'est-ce qui se passait réellement? Bon, moi-même, il y avait un problème de sang. Il y avait un problème de sang. Et puis, avec la césarienne, l'enfant qui était passé, donc on m'a dit que lui qui me suivait,
qui m'a dit qu'il doit beaucoup faire écho pour voir comment l'enfant évolue. Donc quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit qu'il ne devait pas attendre jusqu'en mai là, il devait vite venir puis ils allaient enlever l'enfant. Pourquoi j'ai entendu que si c'est comme ça, c'est césarienne. C'est comme ça on m'a envoyé au bloc, puis j'ai accouché à terre. Wow. Ok. Avant d'arriver à cette étape où vous allez accoucher à terre, Siméon, votre situation financière, est-ce qu'il y avait une amélioration ou on était toujours dans des situations difficiles? Il y avait une amélioration, effectivement, parce que là, on avait déjà commencé notre activité. Donc, il y avait quelques moyens, mais ce n'est pas suffisant. Et quand on partait à l'hôpital, on n'avait pas suffisamment d'argent pour faire face à tout ce qu'on avait demandé de faire. Donc, lorsqu'on nous a refusé dans le premier hôpital qu'on s'est rendu, et ensuite encore un second hôpital où on s'est rendu, encore ils nous ont refusé. Et c'est là qu'on s'est rendu maintenant au CHU. Juste quand j'ai payé les frais de la césarienne et payé les médicaments, donc vraiment pratiquement, je peux dire qu'il n'y avait rien. D'accord. Excusez-nous de revenir sur ces souvenirs douloureux, de vous ramener à ces moments difficiles-là. Mais vous avez, lorsqu'on échangeait hors antenne, vous avez dit que vous aviez accouché à terre. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, les deux hôpitaux, pourquoi est-ce qu'ils vous ont refusé? On a besoin de, je dis, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre réellement la situation dans laquelle vous étiez. Je suis arrivée là-bas, ils ont vu, il y avait pris mon ventre, ça avait commencé depuis le matin jusqu'à 19h, c'est la même chose. Donc, moi, j'ai pris les médicaments traditionnels qu'ils m'ont donnés. Et puis, j'ai mis aussi sur mon ventre, je n'ai pas essuyé. Donc, quand je suis arrivée de l'autre côté là-bas, c'est ça, ils ont vu que non. Avec ces médicaments que j'ai mis sur mon ventre là, césarienne, pareil, avec cicatrice de césarienne, ils ne peuvent pas me prendre là-bas. C'est pareil aussi pour eux deux, quand on est arrivé, quand ils ont vu ça encore, on dit non. Parce que j'ai déjà fait une césarienne et puis quand on regarde un peu aussi... les bilans, les examens. Voilà, parce que quand c'est comme ça, on met premier accouchement là, tout sur les canets, en voyant tout, et puis pas fait. Parce que comment on s'est retrouvé à Cocody, là-bas aussi c'était pareil aussi. Franchement, le monsieur a parlé beaucoup que pourquoi il fait le médicament. Et puis il ne devait pas accoucher même normalement. Voilà, c'est ce qu'ils ont montré, que normalement, il ne devait pas accoucher normalement. Par voie basse. Voilà, c'est pas césarienne, ça devait se passer, et puis durer comme ça. Bizarrement, quand ils m'ont envoyé, on est arrivé là-bas, et ils m'ont laissé là un peu, sur le fauteuil roulant, pour dire qu'ils vont... Moi, pour la première fois, quand je suis rentrée là-bas, tout est déjà prêt. Quand tu arrives, tu t'en vas. Mais cette fois-ci, ils m'ont dit que tu attends un peu, je vais voir comment... C'est dans je vois là, moi, j'ai dit que je vais accoucher. En tout cas, il ne croyait même pas. Il me dit non, il ne faut pas nous créer problème ici. Et il dit oui, je vais accoucher. Comme ça, il est glissé. Au moment où il voit se rendre compte, l'enfant là même, tout était au dehors. Donc ça veut dire que vous avez accouché par voie basse? Oui. Alors que vous devriez accoucher par césarienne. Donc vous avez accouché carrément au sol? À terre même, il n'y avait rien. Puisque j'étais sur ce fauteuil et puis moi-même, il est glissé. Quand il disait que je vais accoucher, il ne croyait pas. Donc moi-même, il est glissé pour aller au sol. Puis il a accouché. Là, quand il a accouché, l'enfant ne pleurait pas. Puis ils m'ont dit que l'enfant ne se portait pas bien. Et puis, bon. Le lendemain, avant qu'il ne se portait pas bien, le lendemain, ils me sont venus me prendre pour aller où l'enfant était. Je suis allée voir l'enfant. L'enfant n'est pas sur oxygène, rien. Il pleurait normalement, mais... Ils nous ont dit qu'on doit envoyer l'enfant à quelque part pour que ça ne va pas. Bon, c'est comme ça, on a envoyé l'enfant. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement? On dit l'enfant à quoi? Ils m'ont dit qu'il y avait des infections, voilà. Et puis au niveau de sa respiration, et puis au niveau, c'était nouveau encore, bon. Et puis bon, on nous a demandé de faire, d'évacuer l'enfant dans un autre centre encore. Donc, et même ils ont commencé à chercher, mais ils trouvent qu'il n'y a pas de place là où ils veulent nous envoyer. Donc, c'est par nous-mêmes nos recherches. Et puis bon, il y a une dame qui nous a aidés, et puis on a trouvé une clinique à Koumassi. Et c'est là-bas qu'on a évacué l'enfant pour faire 5 jours de soins. Et après les 5 jours de soins, tout se passe bien? Bon, non, en fait, lorsqu'on partait
Arrivé là-bas, on nous a dit que bon, on peut prendre en charge l'enfant pendant 3 jours ou bien 5 jours. Parce que chaque jour coûte 75 000, chaque jour 75 000. Chaque jour coûtait 75 000. Oui, 75 000. Et on rappelle que vous, quand vous partiez même pour accoucher, vous n'aviez que 30 000. Oui, oui. Donc 75 000, vous devez payer 75 000 fois 5. Oui, oui. Et l'argent, vous le trouvez où? Bon, après, bon, j'ai appelé quelques parents bon, pour montrer un peu l'état de l'enfant, qu'on va l'évacuer. Donc, il y a eu un peu de soutien. Donc, quand je suis arrivé à l'hôpital, puis on a échangé. Donc, j'ai trouvé qu'on doit faire, comment dirais-je, 5 jours avec l'enfant dans la clinique, 5 jours de soins. Donc, c'est ce qu'on a accepté. Et sur l'échange, j'ai versé une somme de 100 et quelques mille. Voilà. Donc, j'ai versé d'abord. Et puis, ils ont accepté de prendre l'enfant pendant les 5 jours. Mais le 5e jour, je devais aller chercher l'enfant. Je trouve que l'enfant n'est pas encore bien portant. Donc, on me demandait de faire encore 2 jours supplémentaires. Bon, ça me dépassait trop. Et puis, bon, j'ai préféré prendre mon enfant et puis bon, je suis venu à la maison. Ok, mais vous avez informé le corps médical que vous étiez dans les capacités de... Voilà, c'est ce que... Bon, et Parce puis, que financièrement, vous n'aviez pas les moyens. Voilà. Donc vous finissez cette étape-là avec l'enfant, vous rentrez à la maison. Antoinette, l'enfant revient, l'enfant se porte toujours bien. Oui, on est revenu à la maison et commencé à faire un traditionnel. Franchement, l'enfant était bien portant. Il était la pluie. De toute façon, moi, je suis grosse là. C'est comme ça, l'enfant était bien gros, franchement. Hein, ça allait bien. On a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est dans ça même que moi, je suis allée à l'église. Donc, quand je suis arrivée là-bas, vraiment, quand les gens voyaient l'enfant, j'étais étonnée. Parce qu'ils ont vu l'enfant quand il était bébé. Bon, c'est là-bas maintenant, je devais me rendre sur à Beaunois. Pourquoi vous deviez aller à Beaunois? Beaunois, parce que l'enfant, quand l'enfant est né, il avait un pied un peu comme ça. Son pied, il a été un peu comme ça. Donc, il a fait voilà, une rééducation. C'est comme ça, étant à Beaunois là-bas, puis il devait faire 1 mois. C'est étant là-bas, on partait dans 4 mois. J'ai vu que mon enfant, sa tête a commencé à grossir, puisque au niveau des fontanelles, c'était l'âge. Moi-même, j'avais vu ça dans les débuts. Donc, la femme qui suivait dit non, quand il voit la fontanelle, là, ça ne diminue pas. Normalement, ça doit rester un peu, et puis voilà. Mais c'est un peu l'âge. Mais c'est étant là-bas que l'enfant, sa tête a commencé à grossir. Et puis, il a montré ça à le médecin là-bas. C'est lui-même qui m'a conduit. Il dit, si on finit la rééducation, qu'on vient à Bigan, on n'a qu'à aller à Trècheville, qu'il y a un monsieur qui s'occupe de ça. Au CHU de Trècheville, au CHU de Trècheville. Oui, oui. C'est comme ça, on est venu là-bas. Bon, aller ici, va là-bas. À la fin, on dit que c'est opération, qu'ils vont que c'est l'eau. Bon, on n'a pas trouvé parce qu'on a demandé, comment on appelle, scanner, pour voir exactement, parce qu'il y a un autre médecin aussi qui a dit que si c'était la maladie-là, on est avec ça. Une hydrocéphalie. Voilà, que la plupart des enfants, quand ils naissent, leur tête est déjà comme ça. Mais l'enfant, sa tête était normale, et puis ça paraît de 3 mois, 4 mois que peut-être c'est une infection qui était maltraitée, que voilà, mais on va faire le truc là pour voir d'abord. Donc, c'est dans ça. On n'a pas pu faire et puis... On vous a demandé de faire le scanner. Voilà, c'est dans le scanner, puisqu'on s'est tellement promené, même à Beaunois, on a dépensé. Franchement, les soutiens rentraient toujours. Franchement, les soutiens rentraient là. Vraiment, on appelle ici, ça envoie, même à l'église aussi, les gens, franchement, ça rentrait. Donc, à Beaunois, on avait beaucoup dépensé. Et puis, il y avait les va-et-vient. Donc, l'agent des scanners, on ne trouvait plus 60 000. Donc, c'est sur ça, on a traîné un peu. Et puis, bon, la dernière, c'est-à-dire que où on avait gagné l'an des scanners net, même jour mon mari a eu, et puis il m'a dit qu'il y a eu l'an des scanners. C'est là, ils ont fait erreur sur mon enfant. Parce qu'ils ont pris mon enfant pour aller faire, ils m'ont dit, je ne sais pas quoi. Et puis,
C'était pour mes sérum. Puis ça ne se portait pas bien, puis on s'est retrouvé au CHU même. Voilà, donc mais ça allait bien parce qu'on était à la réanimation, on s'est retourné. On a fait une semaine à la réanimation. Et puis on nous a libérés, on allait à truc. Ça allait bien. Mais ces scanners-là, on attendait pour sortir voir, en fait, voilà, ce qu'il fallait faire exactement sur le cas de l'enfant. C'est ça, on attendait. Et puis même jour, mon mari a eu l'argent. Et ça se trouve que même jour-là, ils ont fait rester mon enfant. Je ne sais pas en tout cas qu'est-ce qui s'est passé là-bas au juste. Mes enfants, ils m'ont ramené mon enfant avec oxygène. Mon enfant était mort. C'est là que mon enfant était mort. Franchement, parce que tous ses membres même étaient quittés. Il respirait très mal et puis il ne bougeait plus. Un enfant qui faisait les trucs, il n'y avait plus toutes ces choses. C'est difficile de traverser ce genre de moments, surtout que financièrement, dans ces moments-là, on n'a pas vraiment de soutien. Monsieur, comment est-ce que vous vous sentiez incapable de subvenir aux besoins de votre famille quand, juste au moment où vous vous arrangez pour avoir les moyens pour venir faire le scanner et c'est là que l'enfant part? Comment est-ce qu'on se sent pendant cette période? Vraiment, c'était vraiment difficile pour moi. Parce que au début, quand on rentrait à l'hôpital, on partait au CHU. Lorsqu'on nous a demandé d'aller à la réanimation, moi-même je poussais le lit pour aller. Bon, dans mon cœur, il y avait deux sentiments. Soit mon enfant va vivre, ou bien il va rester là-bas. Mais Dieu merci, on est sorti de la réanimation, vraiment. Dans mon cœur, il y avait mon enfant sera guéri, quelles que soient les difficultés. Donc, vraiment, il y avait un problème de scanner, vraiment, puisqu'il y avait un médecin chirurgien qui nous suivait aussi. Mais pour trouver cet agent de scanner, bon, peut-être c'est vraiment difficile. Et comme ça, je suis allé voir un parent qui m'a aidé. En fait, avant même que je n'arrive à l'hôpital, c'est là que ma femme m'a appelé pour dire que l'état de l'enfant s'est dégradé encore. Ah, mais je dis ça, mais j'étais étonné. Et comment? Mais lorsqu'elle m'a expliqué que bon, j'étais là, je nourrissais l'enfant et puis bon, on m'a demandé de faire partie en salle de soins, je suis allé déployer l'enfant. Et puis bon, après j'étais là, je ne voyais pas l'enfant. Je suis allé voir si l'enfant est toujours là. Je regarde, je ne vois pas l'enfant. Bon, de la salle de soins où l'enfant était sur le lit, ils l'ont fait déplacer dans une autre salle encore. Donc je suis venu m'asseoir, j'ai attendu. Et puis jusqu'à ce que l'enfant, elle revienne avec l'enfant, l'enfant était sous oxygène. Okay. Donc, quand on le ramène sous oxygène, l'enfant il est encore en vie, il respire encore. Oui, il respirait, mais c'était comme difficilement. Quand on partait à la réanimation pour la première fois, là, c'était le même cas encore qui se représentait. Voilà. Sûrement, c'est eux qui doivent nous expliquer ce qui s'est passé pendant ces soins qu'ils sont allés faire. Voilà, mais il n'y a pas eu d'explication. Et 3 jours après, l'enfant décède. Après qu'il soit sous oxygène, oui. Il est resté 3 jours. Oui. Donc, ils n'ont pas fait le scanner finalement? Non, quand je suis venu avec l'agent, j'étais là. Mais on ne pouvait pas faire le scanner, puisque on voulait faire le scanner pour voir est-ce que réellement c'est... Donc, ce jour-là était un jour férié, je crois. Donc, oui, il y avait eu plus que... moi, j'étais tout le temps à l'hôpital et je ne suis jamais venue à la maison. Moi, passer, prier. Donc, il y avait une dame de là-bas qui m'a vue. Puis elle m'a demandé, elle dit c'est mon enfant qui est couché là-bas. Alors là, il y a bien des, comment on appelle, l'argent pour faire scanner. Donc c'est comme ça, elle m'a demandé, tu as combien sur toi? Souvent, il y avait 20 000. Donc il a dit à la dame que j'ai que 20 000. Donc la dame m'a dit, c'est comme ça, je vais t'aider. Donc elle m'a montré d'aller voir, je ne sais pas comment on les appelle, ces personnes-là pour que, de leur montrer, voilà, assistante sociale, de leur dire que j'ai 20 000 et puis ils vont faire. Donc quand je suis partie là-bas, en parlant de ça, il y avait un monsieur qui était assis là, qui m'a regardé, puis il m'a posé la question, tu as combien d'enfants? J'ai dit, j'ai 2, mais c'est lui là qui est là. Et puis il m'a dit, d'accord, je vais t'aider. Vous aviez 2 enfants? Non, c'est le deuxième enfant. C'est le deuxième là. Ah, c'est la 4e grossesse. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme ça qu'il m'a appelé directement où on fait truc là. Le scanner. Voilà. Là-bas, ils ont montré que c'est gâté. Comment ça? La machine, machine est gâtée. Donc quand je suis remontée, je suis venue leur dire
Avec le docteur même qui a secoué sa tête, ils disent il ment. Mais bon, on a pu... Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais le lendemain, mon mari même est monté pour aller voir là-bas. Ils ont dit que oui, ils vont prendre les 20 000 qu'ils vont faire scanner. Il est venu. Les femmes qui suivaient l'enfant disent que non, il ne peut pas remonter un enfant pour aller faire scanner à cause de son état. Voilà. C'est vrai que c'est difficile d'être face à ce genre de situation, surtout que c'est le deuxième bébé que vous perdez. Aujourd'hui, vous avez des enfants? Non, on n'a pas encore. Et quel est le sentiment que vous avez, vous, en tant que père? C'est difficile de perdre un premier, un deuxième, face à des situations financières compliquées. Quand le deuxième est décédé, c'est vrai que là, on essaie par tous les moyens, hein, je pense que monsieur le conseiller pouvait nous aider sur ce point, on essaie par tous les moyens de trouver une solution. Ou une réponse à ce qu'on vit. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Oui, naturellement, quand on perd un bébé, un premier bébé, deuxièmement, on a cet espoir, l'espérance. Et puis tu t'es dit que c'est arrivé, je crois bien que cela devait arriver. Mais un deuxième, non seulement ça vient compliquer les choses, parce que cet espoir même s'anéantit. Parce que tu t'es dit, une première fois, une deuxième fois encore, on commence à se poser des questions. Et si on n'est pas fort, on peut vraiment craquer. On peut vraiment craquer. Monsieur et Madame Kouadio ont traversé cette période. Elle a été certes difficile pour eux dans la mesure où financièrement, ils n'avaient pas une situation financière stable et perdre ces deux enfants en un laps de temps, mais ils ont tenu bon. Ils sont restés soudés. Quel est leur secret de réussite? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Nous sommes dans la rubrique conseil conjugal et nous nous tournons vers Richemont. Lorsqu'on voit monsieur et madame Kouadio, on sent leur désir d'avoir des enfants. Malgré ce désir-là, ils ont été confrontés à deux échecs. Ils ont tenu bon. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? D'abord, il y a une solidarité du couple. Et quand on se marie, tout couple voudrait ou souhaiterait avoir des enfants. Et quand on est dans un foyer et qu'on une première grossesse, une deuxième grossesse, on la perd, ça devient vraiment difficile. Mais cette solidarité a certainement renforcé même le couple. C'est-à-dire ne pas trop être accusateur. On se poserait des questions de savoir est-ce que j'ai fait un bon choix? Est-ce que ma femme me cache quelque chose? Ou du moins son passé ne la rattrape pas? Et puis aussi, madame peut se dire, mais attention, je me suis marié avec quelqu'un qui certainement n'a pas des moyens. Peut-être que la première grossesse, si il avait su s'occuper, certainement que l'enfant allait rester. Deuxièmement aussi également, où on cherche les 60 000, on n'arrive pas à gagner, on n'a pas pu faire le scanner à temps. Quand on commence à se poser ce genre de questions, quand on commence à accuser l'autre, le couple ou la relation peut s'éclater. Mais ici, je vois ici que monsieur et madame, il y a eu cet élan de solidarité, ils se sont dit que tout ce que Dieu fait bon. Ouais, et c'est très important. Ils sont restés on va le dire. Et qu'est-ce qui peut aider à surmonter la perte d'un enfant? D'abord, il ne faut pas regarder la société. Il ne faut pas regarder les gens autour de vous qui viendront certainement dire des choses. D'abord, il faut être unanime. Il faudrait qu'on soit un. Il faut se dire, il faut être positif. Il faut avoir cette espérance, il faut avoir l'espoir, il faut croire, il faut prier. Parce qu'à partir du moment où on commence à se décourager, on aura certainement du mal à se relever. Donc il faut avoir cette force, cette solidarité-là des conjoints pour que certainement on puisse repartir à zéro sur de nouvelles bases. En espérant certainement avoir un enfant. Mais ne pas écouter des gens qui viendront vous dire beaucoup de choses négatives surtout. Il ne faut pas écouter tout ce que, on va dire, les bruits de couloir, on le dira comme ça. Il ne faut pas écouter le regard de la société, mais il faut être figé sur son couple, il faut être figé sur soi. Et je pense que c'est ce que Antoinette et Siméon ont réussi à faire. Et moi, j'aimerais savoir, comment vous avez-vous remonté la pente? Oh, il faut dire que d'abord, ce n'était pas facile. On a vécu 2 fois la même situation. C'est vraiment douloureux, surtout la deuxième fois. J'étais beaucoup découragé. Et à un moment donné, je me demandais même est-ce que je dois envoyer mes enfants à l'hôpital encore. Bon,
Parce que dans un premier temps, j'avais perdu la confiance des les hommes de santé. Et bon, après cela, je me suis dit, bon, il faut accepter les choses comme Dieu le fait. Donc, on a accepté cela. Et s'il y a des fautes, c'est nous deux, on l'a commis. Si on ne s'est pas occupé de l'enfant comme il doit, mais c'est nous deux. Je ne dis pas que c'est ma femme, c'est moi, ou bien c'est telle chose. Petit à petit, je crois qu'on a pu surmonter ça. Et jusqu'à présent, on est encore là, espérant que Dieu va faire de belles choses pour nous. Dieu fera forcément quelque chose pour vous. Et ça fait plaisir de vous entendre. On sent cette union, cette solidarité. On se dit qu'on est ensemble, on va jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on vous souhaite, hein, chers téléspectateurs. Vous et vos compagnons, vous et vos compagnes, vous et vos épouses, vous et vos fiancés, allez ensemble face aux difficultés. Ne vous accusez pas mutuellement, mais plutôt consolidez-vous, allez dans la même direction. Et aujourd'hui, financièrement, comment ça se passe? Est-ce qu'on a eu une ouverture? Qu'est-ce qui s'est passé? Financièrement, bon, je dirais que ça va c'est plus mieux qu'avant. Parce que actuellement, l'activité que nous menons, au début, c'était ma femme qui le faisait. Moi, je voulais me rentrer ailleurs, mais j'ai vu que si nous deux, on se met ensemble pour le faire, ça ira. Ça ira de l'avant. Donc, on va parler justement de cette activité. Oui. Antoinette, vous décidez de vous lancer dans une activité pour non seulement effacer, oublier votre peine, on va dire, et aussi subvenir aux besoins de la famille. C'est quoi cette activité? C'est les caramels. Je fais les caramels en gros et en détail. Comment est-ce que vous commencez à vendre les caramels? Bon, c'était moi qui avais commencé un peu, et puis en faisant, j'ai vu que vraiment, si on se donne, c'est un truc qui va nous arranger. Donc c'est comme ça, j'ai dit à mon mari que si c'est comme ça, tu me suis, et puis allez, on va pouvoir. Donc je veux comprendre. Oui. Vous avez commencé à faire les caramels avec combien? Bon, c'était là de 1 kilo d'arachide et puis 1 kilo de sucre que j'avais commencé. Donc c'était environ quoi, 2000, 3000? Bon, en ce moment-là, arachide était un peu moins cher, donc à cause de ça, il y a du coup 1 kilo et puis, oui, on peut dire 2000. Avec 2000. Voilà. Quand vous avez fait avec 2000, vous avez eu combien? Quand j'ai fait avec 2000, quand je suis sortie, 100%, je suis sortie, tout est fini. Et puis c'est comme ça, j'ai commencé à faire avec 2 kilos, 2 kilos de l'autre, 2 kilos de l'autre. Et puis c'est comme ça, ils sont encore tous finis. J'ai vu que vraiment, au fur et à mesure, ils augmentaient. Au fur et à mesure, on augmente le commerce. Et là, on se rend compte que on a un bénéfice de 100%. Voilà. Donc on continue, on se dit, bon, ok, voilà le créneau. On se donne, on commence à faire les caramels. Mais moi, j'arrive. Comment Siméon rentre dans l'affaire, Siméon? Surtout qu'on se dit, hein, commercialiser les caramels, c'est une affaire de femmes. Comment est-ce que Siméon rentre dedans? Qu'est-ce qui se passe pour que Siméon même se retrouve à faire les caramels? À la fin d'une année, j'ai dû démissionner. On dit que non, je ne suis plus enseignant. Et c'est comme ça que j'ai fait. Donc, pendant les vacances, j'étais là. Et puis, ma femme devait aller faire comment elle passait des vacances au village. Donc, comme elle partait, donc, elle m'a confié d'aller livrer les caramels qu'on a fabriqués à la veille de son voyage. Voilà. Donc, j'ai pris les caramels, je suis allé livrer à ses clientes. Et pendant que quand j'ai fini de livrer, pendant que j'ai livré ces dames-là, il y a d'autres dames encore qui m'ont vu, qui m'ont demandé, qui m'ont fait des commandes. Mais je me suis dit, mais comment ça? Ma femme n'est pas là, c'est elle qui fait, mais comment je peux honorer ces commandes-là? Donc je l'ai appelé pour dire que non, j'ai fini de livrer des clients, mais il y a d'autres femmes encore qui m'ont vu, qui ont commandé. Donc je me dit, mais il faut faire. Ah, d'abord, vous étiez que le livreur pour l'instant. Voilà. Maintenant, vous avez livré, les gens passent la commande, donc elle vous demande de faire. Et voilà, elle m'a demandé de faire. Ah, comment? Elle dit, il faut essayer, peut-être que tu vas arriver à faire. Et c'est comme ça que j'ai essayé de le faire aussi. Et quand j'ai fait, ça a marché. J'ai réussi à faire. Donc j'ai dit, bon, je l'appelle encore, dit non, j'ai réussi à faire. J'ai dit, bon, donc il faut aller livrer. Et je suis allé livrer. Donc pendant ces vacances, je faisais... Vous êtes transformé maintenant Voilà, j'ai commencé à faire. J'ai commencé à faire comme ça aussi.
Et j'ai vu que ça m'a permis d'avoir beaucoup d'argent. Ah, donc finalement, ce n'est plus le business de madame, ça devient le business familial. Voilà. Et vous donnez, voilà, commencez à l'aider dans la tâche et vous prenez goût. Aujourd'hui, c'est une activité qui vous permet de couvrir vos charges mensuelles. Oui. Parce que vous le disiez hors antenne, qu'avec ce commerce-là, vous arrivez à payer les factures, à payer la maison, vous livrez en gros dans de différentes structures de la place. Oui. Donc maintenant, on a combien de commandes par... Moi, j'ai envie de demander par jour. On livre combien par jour, par exemple? On peut livrer 100 000. Caramel 100 000. Oui. Caramel 100 000 par jour. On peut livrer 100 000. Waouh. Je veux qu'on applaudisse pour le coup. Caramel 100 000, il n'y a pas de son métier. Plus besoin forcément de rester au bureau, on va tous commercialiser les caramels, hein, richement. Bien sûr. Mais Antoinette et Siméon, on a des personnes qui vous connaissent, qui ont traversé les moments difficiles avec vous et qui ont accepté de témoigner. Suivons cet élément. Il faut dire que le couple Kwadjo, c'est un couple battant. Ils sont vraiment déterminés à atteindre l'objectif qu'ils veulent. Donc c'est ce qui m'édifie beaucoup dans leur relation. D'abord, une première perte de leur enfant. Et cela s'est passé à l'hôpital général de Yopougon. Et vraiment, ça n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, ils ont pu reprendre le courage. Et pas plus tard que l'année dernière, la perte de leur second fils. Vraiment, ça n'a pas été facile. Mais avec l'aide du Seigneur, ils ont pu remonter le moral. Comme la Bible pouvait le dire, 7 fois le juste tombe, mais le Seigneur le relève. Et c'est grâce à cet appui sur la parole de Dieu qu'ils ont pu se relever. Je voudrais encourager le couple parce que traverser toute une difficulté comme ça, c'est pas du tout facile de se remettre. Mais je voudrais leur dire que Dieu sait pourquoi il a fait ceci, car lui-même il a dit, ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et je leur dis bon courage, car le Seigneur sait pourquoi il a fait cela et ce qu'ils ont perdu, le Seigneur même leur donnera au multiple. Dans leur relation, ce qui m'édifie, c'est le travail. Et les deux sont courageux, ils se donnent à fond dans le travail. Ce que j'ai apprécié, surtout chez la femme, au contraire, c'est elle-même qui encourageait son mari. Son mari était vraiment abattu parce que vu les dépenses qu'il a fait depuis la grossesse et la naissance du bébé, et il a fait cela pour lui, espérant voir son enfant. Mais ça n'a pas été, puisque l'enfant n'est pas resté. Donc lui, vraiment, il a reçu un coup vraiment dur. Mais c'est au contraire, c'est la femme, elle, qui consolait le monsieur. En tout cas, c'est ce que j'ai apprécié avec la parole de Dieu. Oui, ce que je peux dire est que je les encourage encore et à prendre force dans la parole de Dieu et à continuer à travailler, car Dieu, c'est Dieu seul qui connaît le meilleur pour nous. Et je souhaite à ce que Dieu les bénisse, que Dieu les accompagne dans leurs activités. On vient de voir les témoignages de personnes qui vous connaissent. Qu'est-ce que ça vous fait de les entendre parler de vous de la sorte? Nous sommes vraiment heureux, puisque monsieur et madame Kwame, nous les connaissons très bien. Et surtout que la dame est la grande sœur de madame. Donc vraiment, en les écoutant, vraiment, ça nous donne beaucoup de courage et de persévérance aussi. Et je leur dis beaucoup merci. Antoinette. C'est pareil, c'est pareil. Merci infiniment. Nous avons dans un couple une histoire richement, cette petite causerie entre nous. Oui, bien sûr. Voilà, amour et désamour, c'est parti.
des amours, le sujet du jour est le suivant. Pour le bien-être de sa famille, est-ce que l'homme doit exercer toutes sortes de métiers, même les plus rabaissants? Rabaissant, c'est trop dit. Mais il n'y a rien d'être frustré que de voir, d'être incapable de s'occuper de sa famille. Vous savez, quand on n'arrive pas à s'occuper de sa famille, quand on n'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est-à-dire payer les factures de la maison, quand les enfants sont malades, madame est malade, on n'arrive pas à gérer, c'est encore plus frustrant, ça fait encore plus mal. Vous savez, une activité rémunératrice est toujours la bienvenue. Le plus important, ce n'est pas de ce que je fais, mais c'est ce que je gagne. Mais comment est-ce que je gagne? Si je gagne ma vie légalement, peu importe ce que les gens diront. On peut vendre charbon, on peut vendre caramel, on peut faire toutes sortes de métiers et s'en sortir. Mais c'est en voulant se montrer notre visage. C'est-à-dire dans un bureau, on veut montrer aux gens que ça va. En réalité, ça ne va pas. Donc rabaissant, c'est trop dit. Mais il n'y a rien de tel quand on est incapable de s'occuper de sa famille. Vraiment, quand c'est frustrant, quand ça arrive à un niveau, il n'y a pas de raison. Donc, en fait, pour résumer, hein, j'ai envie de dire pour vous, il n'y a pas de métier rabaissant dès l'instant où c'est pour subvenir aux besoins de sa famille. Siméon, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que le métier que je fais avec ma femme ne me rabaisse pas. Du moment où ça me permet de subvenir à ses besoins, ça me permet aussi de pouvoir prendre certaines charges de la maison. Donc ça ne me rabaisse pas du tout. Donc ce n'est pas un métier qui est rabaissant. Et je crois que on peut faire toutes choses. Vu que c'est légal, on peut le faire. Tant que c'est légal, hein, tant qu'on reste dans la légalité. Voilà. Donc il n'y a pas de métier d'homme et tout. Aujourd'hui, Siméon, il fait les caramels lui-même, il découpe les caramels, il commercialise les caramels. Il n'a pas de souci avec ça. Donc pour lui, ce n'est pas rabaissant. Non, peut-être que les gens peuvent le voir comme ça. Peuvent le penser, voilà, mais voilà. Vous, ce n'est pas un métier rabaissant. Puis, en faisant aussi, je sens que les gens, puisque une fois, une jeune fille m'a appelé caramel, ça a fait rire à un kiosman. Bon, je sais que c'est de moi qui se moquait, mais moi, ça ne m'a pas dit grand-chose. Toi, tu fais ton commerce, tu gagnes ton argent, c'est le plus important. Antoinette, est-ce que pour toi, il y a des métiers qu'un homme ne doit pas faire? Un homme doit faire tout. Il suffit qu'il gagne de l'argent, il doit faire tout. Il doit faire tout. Donc, richement, vous serez prêt à être éboueur et tout ça? Bien sûr, à partir du moment où je peux m'occuper de ma famille, c'est l'essentiel. Et puis, je peux rajouter quelque chose pour dire qu'il ne faut pas avoir cette tendance-là d'écouter les gens. C'est-à-dire que quand on veut regarder les gens, on ne peut pas faire quelque chose. Quand on est concentré, quand on veut atteindre un objectif, il faut vraiment s'accrocher à cela. Voilà. N'écoutez pas les gens, n'écoutez pas les personnes qui diront que tu es un homme, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Non, même si les gens rient et tout, se moquent de vous, il ne faut pas écouter. Il ne faut pas se laisser distraire, c'est le mot. On est à 1 minute de l'émission, de la fin de notre émission. C'est passé tellement vite. Et j'ai envie de demander comme ça vos mots de fin, Richemont. J'aimerais certainement dire à ces personnes qui certainement se trouvent dans la même situation que monsieur et madame Kouadio, vous êtes dans un foyer, vous êtes dans un couple où vous avez du mal certainement à avoir des enfants, premièrement. Deuxièmement, vous avez certainement perdu vos précédentes grossesses. Je peux vous dire que Dieu est fidèle dans l'espoir, l'espérance. On peut toujours certainement avoir un enfant. Et puis aussi, de dire aussi à ces personnes qui aujourd'hui, certainement vous avez fait de grandes études, vous avez des diplômes, mais vous êtes figés en disant que moi je ne veux pas faire telle chose, telle chose. Cela même, au plus profond de vous-même, ça vous bloque parce que quand on n'a pas les moyens financiers, nous sommes dans une société où nous ne sommes rien. Si tu sais que tu peux faire quelque chose qui peut t'apporter légalement, il faut faire. Mais il ne faut pas regarder les gens qui sont à côté, il ne faut pas regarder la société. Le plus important, c'est ton bien-être et c'est le bien-être de ta famille. Siméon, oui. On vous écoute. Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre histoire? Vraiment, je dis merci à ma femme. Je lui dois tout ce que je suis actuellement. Oh, c'est mignon. Parce qu'elle est beaucoup courageuse. Et je crois que dans tout moment qu'on a traversé, elle m'a beaucoup remonté le moral et puis on a surmonté facilement toutes choses. Même que ce soit du côté des enfants qu'on a perdus. Vraiment, j'étais beaucoup touché par le deuxième enfant qui est parti.
Et même elle a constaté ça depuis l'hôpital, j'étais vraiment touché. Mais c'est elle qui était à mes côtés pour en tout cas me remonter le moral. Et je suis encore reconnaissant pour tout ce qu'elle fait à travers l'activité qu'on mène aussi. Vraiment, toute femme ne peut pas faire ça. Alors Antoinette, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre histoire? En tout cas, moi, ce que je vais présenter, c'est que je vais montrer un peu, en tout cas, mon secret avec mon mari, c'est qu'on communique beaucoup. En tout cas, si on va de l'autre côté, que c'est un peu bizarre, on se dit, oui, toi, tu dois faire comme ça. Voici comment on fait, en tout cas, et puis aujourd'hui, on est là, toujours joyeux, et puis allez, on avance. Parce que jusqu'à la fête, Dieu va faire toutes choses. Aller dans la même direction, avoir les mêmes objectifs et se soutenir, ne pas s'accuser mutuellement. Nous étions en compagnie pour ce numéro d'un couple une histoire de Monsieur Kwasi Richemont, qui est conseiller matrimonial et psychologue, Monsieur Kwadio Siméon, qui lui est entrepreneur, et Antoinette Kwadio, son épouse, qui elle est commerçante. Merci d'être resté en notre compagnie. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro d'un couple une histoire. D'ici là, aimez-vous, soutenez-vous mutuellement et ne tenez pas forcément compte des regards extérieurs. Bye bye. Ouais.